Bienvenue à ce moment d'échange et de partage. La malédiction de Cham que l'on trouve dans les trois grands livres sacrés que sont la Torah, la Bible et le Coran, c'est le plus grand mensonge de tous les temps. Cham ou Cam, le fils de Noé, aurait été maudit par celui-ci et devrait servir d'esclave à tous ses frères, c'est-à-dire les autres enfants de Noé après le déluge. Cham était noir, soit l'ancêtre de tous les noirs, et cette malédiction devrait donc s'abattre sur tous ses descendants, c'est-à-dire tous les noirs du monde entier. Voici la construction religieuse sur laquelle devront se baser les religions occidentales, bien sûr, les écrivains, les philosophes et les savants pour développer la thèse de la suprématie des races, ou plutôt de la race blanche sur la race noire. D'autre part, la science occidentale nous révèle que l'Afrique est le berceau de l'humanité, Lucie faisant figure de la mère de l'humanité. L'humanité, bien sûr, y compris Noé et ses fils. Et pourtant, Noé et ses fils, si l'on comprend bien, ont aussi des ancêtres africains. Quelle contradiction, quel paradoxe, quel mensonge. Si c'est le cas, est-ce que cela veut dire que nous sommes alors tous maudits? Et dans ce cas, qui est alors l'esclave de qui? Il existe dans la mythologie germanique, c'est-à-dire occidentale, un texte plus ancien que les livres sacrés. Et d'ailleurs, ceux qui veulent peuvent aller le chercher. Ce n'est pas des choses que j'invente, c'est des choses que j'ai cherchées et que j'ai survenu à la connaissance de cela. Il y a d'ailleurs beaucoup qui le disent, même dans les réseaux sociaux. Ce texte décrit l'organisation sociale dans la société occidentale, symbolisée par trois couleurs. Il y a d'abord la majorité, c'est-à-dire la classe faible, pauvre, mendiant, réduit à l'esclavage, symbolisé par le noir. Il y a ensuite une classe minoritaire, la très grande classe, riche, privilégiée, symbolisée par le blanc. Entre la classe pauvre et esclave, symbolisée par le noir, et la classe privilégiée, symbolisée par le blanc, il y a une classe minoritaire aussi, mais forte, représentée par des guerriers qui sont là justement pour défendre les intérêts et les privilèges de la très grande classe, dont des soldats, qui eux ne sont pas complètement pauvres, symbolisés par le rouge. Donc trois couleurs. Le blanc minoritaire, la grande classe privilégiée, le rouge minoritaire aussi, mais forte, qui protège la grande classe blanche minoritaire, et la classe populaire, pauvre, mendiante et esclave. Je précise bien que ces trois classes sont des classes dans une société germanique blanche. Il n'y a pas de noir là-dedans. Donc, que l'on soit de la classe blanche, donc riche, privilégié, on est blanc. Que l'on soit de la classe du milieu rouge qui préserve les intérêts des blancs, on est aussi blanc. Et que l'on soit de la classe populaire, pauvre et esclave, on est aussi blanc. Un malheureux accident de l'histoire fera que
Bien plus tard, des esclaves de peau noire venant essentiellement d'Afrique, lors de l'époque de la traite négrière, sont aussi traités comme des esclaves. Mais souvenez-vous que déjà en Europe occidentale, il existe déjà des esclaves. Donc, les esclaves noirs rejoignent ici les esclaves de classe noire germanique. Le noir et le noir se retrouvent. Et ça tombe bien, on essaye donc de faire comprendre que quand on a la peau noire, eh bien, on est esclave. Et je vous ai dit, ce texte est antérieur, c'est-à-dire que est avant les textes bibliques. Donc on peut donc comprendre que lorsqu'on construit les textes bibliques et dans la mythologie des grandes religions, on inclut cette histoire de la malédiction de Cham, on le fait bien expressément en disant que Cham, le fils Cham ou Cam, le fils de Noé, avait une peau noire qui correspondait à la couleur noire des blancs de la Germanie et qui correspond à la peau noire des esclaves venant d'Afrique noire. Et oui, ceci m'amène à une autre dimension de ce mensonge, qui fait que lorsqu'on parle d'esclaves aujourd'hui, y compris les noirs comme les blancs, tout le monde sait que on parle de noirs. Mais comprenez bien que l'esclavage n'est pas né en Afrique. Les Africains ne connaissaient pas ce qu'on appelle esclaves. On est dans une société plutôt communautaire, une société plutôt inclusive et qui donne de la valeur à tout le monde. Je vais y arriver tout à l'heure en vous disant exactement comment est-ce que les Noirs se définissent eux-mêmes. Dans tous les livres occidentaux, occulte le fait que l'esclavage est une conception eurasique, c'est-à-dire qui vient de l'Asie et de l'Europe. Le mot esclave en français veut dire slave en anglais, et slave désigne les peuples d'origine slave qui auraient servi d'esclaves aux peuples occidentaux. Et nous savons très bien que les Irlandais furent pendant très longtemps les esclaves des Anglais, ce qui les a même poussés, n'est-ce pas, à émigrer massivement aux États-Unis d'Amérique. Et puis, toujours un accident de l'histoire fait que un des plus grands présidents des États-Unis d'Amérique, le président John Fitzgerald Kennedy, est bien descendant des esclaves irlandais qui fuyaient, n'est-ce pas, l'esclavage en Grande-Bretagne pour aller s'installer aux États-Unis où ils pouvaient jouir de plus de liberté. La civilisation occidentale, après s'être inspirée de la civilisation africaine, après s'être inspirée de nos connaissances africaines et des coutumes africaines, a fait quoi? A organisé tout simplement l'abrutissement des Africains par deux choses fondamentales. La première, la religion, et la deuxième, l'école. Prêchant la barbarie de nos coutumes et le rachat impossible des âmes des Africains par les religions. Car le simple fait d'être noir implique que l'on est éternellement esclave, comme dans la malédiction de Cham, oui. Gros mensonge. Car nos coutumes étaient bien supérieures à toutes les religions que nous connaissons aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans les coutumes ancestrales africaines, l'être humain était directement connecté à ses ancêtres ou à son Dieu. Et puis, il y a des détails que tout le monde peut voir aujourd'hui. Le vaste continent africain, qui mesure plus de 30 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire pouvant contenir les États-Unis d'Amérique 10 millions de kilomètres carrés,
la Chine 10 millions de kilomètres carrés, l'Inde 3 millions de kilomètres carrés, et l'Europe, sans une partie de l'URSS ou de la Russie, si vous voulez, maximum 7 millions de kilomètres carrés, vous tombez exactement à la superficie de l'Afrique. C'est-à-dire l'Afrique tout seul peut contenir toute l'Europe, tous les États-Unis d'Amérique, toute la Chine, pays le plus peuplé du monde, tout l'Inde, deuxième pays le plus peuplé du monde. Et nous devons cette carte du monde qui représente l'Afrique presque aussi grand que le Groenland. Le Groenland qui en réalité 1 million de kilomètres carrés, non, disons plutôt 2 millions de kilomètres carrés, représente et comment je vais dire, 14 fois plus petit que l'Afrique. 14 fois. Oui. Donc, on est là dans une construction mentale. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre dans la tête des Africains que non seulement vous êtes des esclaves, mais en plus, vous venez d'un continent qui est petit, vous n'êtes rien. Et puis, on met aussi dans la tête des Européens en même temps. Vous voyez bien, votre continent, il est large, il est grand, on est fort, on a tout. La Grande-Bretagne, un peu plus de 200 000 km². Mon pays d'origine, le Cameroun, dont je viens, 475 000 km². Donc, on mettrait 2 fois la Grande-Bretagne dans le Cameroun. La Grande-Bretagne a 70 millions d'habitants. Le Cameroun, 25, maximum 30 millions. Faites les chiffres. Et pourtant, on nous dit, on est trop peuplé, c'est pour ça qu'on est misérable. Faux. Gros mensonge. Le plus grand savant du 21e siècle, vous savez qui est-ce? J'ai posé la question à mes enfants. Il y en a qui sont à l'université. Personne n'a répondu. Oui. Et je dois dire que même moi-même, je ne le savais pas jusqu'à il y a très peu. Quelle honte. Le plus grand savant du 21e siècle s'appelle bien Cheikh Anta Diop. C'est un noir d'origine sénégalaise. Allez vous abreuver de sa lumière, de ses écrits. Et pourtant, Cheikh Anta Diop a fait ses preuves ici même en France, dans les universités françaises. Je crois particulièrement à la Sorbonne, où il a passé ses doctorats. Et en 1974, il a assisté à une conférence avec les 24 plus grands savants du monde. Il les a tous mis KO, leur faisant comprendre que non seulement l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique est le berceau de la connaissance, de la science et du savoir pour toute l'humanité. Ça n'a pas trop plu à ceux qui avaient déjà mis en route, n'est-ce pas, cette théorie de la suprématie raciale qui les embête jusqu'à aujourd'hui. Je vais me rendre directement au Cameroun, mon pays natal, pour vous faire comprendre quelque chose. Au sud du Cameroun, dans une des langues du sud du Cameroun, l'homme noir, l'homme africain, l'homme camerounais se définit Mot. Man Mot. Je suis Mot. Mot veut dire être humain, tout simplement. À l'ouest du Cameroun, dans une langue bamileke, le noir, le camerounais, se définit Mo. Gabamo. Je suis un être humain. C'est tout. Mot et Mo se ressemblent bien. Des langues bantou ou semi-bantou. C'est très clair. On n'a pas besoin aujourd'hui de faire des grandes études pour comprendre ces choses aussi simples, aussi banales. Donc l'homme noir se définit comme étant un être humain. Il n'a jamais dit qu'il était noir. Il ne s'est jamais défini par une couleur. Et tout de suite, je vais vous dire comment, dans la langue bamileke, on définit le blanc. J'ai demandé à nos ancêtres, à nos aïeux, à nos grands-parents, à ceux qui sont là, et à moi-même, puisque je suis né là-bas, et je sais comment on les appelle. On appelle les blancs Dok. Yaba Dok, c'est-à-dire ça, c'est le blanc. Et vous savez ce que veut dire Dok en Ngomala, en bamileke? Dok, ça veut dire celui qui enferme.
C'est-à-dire que le blanc, au contact des populations noires, pour peu que vous ne vous entendiez pas avec lui, il n'y avait qu'une seule solution, il vous enferme. Il faut savoir qu'avant de vous enfermer, ou alors après vous avoir enfermé, on vous torture, on vous violente, et on vous tue même s'il le faut. C'est-à-dire, je viens avec ma civilisation, je viens avec ma religion, je viens avec mon école, je vous l'impose cela. Si vous êtes d'accord, ça va. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous enferme. Et l'Africain qui était, comment je vais dire, très accueillant, très hospitalier, ne comprend pas le caractère barbare de cette créature qui peut être aussi rude, qui sourit avec toi et qui tout de suite t'arrête et te traite avec une violence inouïe, tout simplement parce que tu ne t'entends pas avec lui sur quelque chose. On l'a appelé Dog. C'est lui qui arrête et qui enferme. C'est lui qui est injuste. Voilà le nom du blanc. Mais vous allez être surpris de savoir que quand la colonisation, soi-disant, va finir et que les peuples africains vont avoir leur indépendance, il va être mis sur place un gouvernement avec des ministres, des fonctionnaires, etc. Comment est-ce qu'on appelle le gouvernement? DOC. Comment est-ce qu'on appelle les ministres et l'administration? DOC. C'est-à-dire, eux aussi, ils sont là pour vous enfermer. Voilà pourquoi les gouvernements de tous ces pays post-coloniaux se comportent exactement comme les colons et parfois même pire. Donc quand vous sortez de chez vous, vous dites, je vais chez le blanc, c'est deux choses. Soit vous vous entendez avec le blanc et vous revenez sain et sauf, soit vous ne vous entendez pas, il vous enferme, il vous torture ou il vous tue. Tout simplement. Dur de déconstruire cela dans la tête des gens, n'est-ce pas? Et oui, très dur. Et je comprends pourquoi c'est dur. Au Cameroun, à l'heure actuelle, nous avons un président élu, Maurice Kamto, avec son parti, le MRC, Mouvement de la Renaissance du Cameroun. En Afrique, il y a déjà des jeunes Africains qui sont en train de mettre en place un autre mouvement de la Renaissance africaine. Et plus loin encore, il y a un autre mouvement qui est en train de se mettre en place, c'est le mouvement de la Renaissance du monde. Je vais vous dire, je suis ce qu'on peut appeler comme ça simplement un activiste camerounais. Je ne sais même pas ce que ça veut dire en réalité. Tout simplement que je parle de mon pays, je parle de là où je suis venu, je parle de mes ancêtres, je parle de cette petite portion de la terre qui m'a vu naître et j'y parle sans avoir honte. Je combats un gouvernement, celui de Paul Biya et de son régime qui est là depuis bientôt plus de 40 ans et qui maltraite le peuple camerounais, qui piétine leur souveraineté et leur dignité totale. Tout simplement parce qu'ils se comportent exactement comme le doc de tout à l'heure, c'est-à-dire celui qui enferme. Et justement, au Cameroun, on n'a pas droit à la parole. Voilà le plus grand mal dont souffrent les Camerounais. Ils n'ont pas le droit de parler. C'est l'omerta totale. Si vous voulez revenir au Cameroun, si vous voulez pouvoir voir encore votre famille, si vous voulez pouvoir vous identifier encore à ces terres-là, vaudrait mieux ne pas émettre la moindre critique contre le gouvernement. C'est tout. Et le gouvernement le fait pourquoi? Tout simplement pour conserver le pouvoir. Parce que le gouvernement n'a aucun plan pour ces populations-là, pour qu'ils puissent s'en sortir, pour qu'ils puissent avoir un avenir meilleur. Mais, je vais vous demander quelque chose aujourd'hui. C'est que, pour tous ceux qui ne m'ont pas bien compris, sachez que toutes les religions, les grandes religions, la religion juive, la religion chrétienne, la religion musulmane, se sont inspirées fondamentalement des traditions africaines. Mais ils l'ont fait avec beaucoup de maladresse.
Je ne veux pas entrer dans les détails pour vous dire il y a ceci qui ne va pas, il y a cela qui ne va pas. Vous pouvez le faire mieux que moi. Ce n'est pas là le but. Parce que, croyez-moi, la religion est importante. C'est important parce qu'il y a beaucoup de connaissances dedans. C'est important parce qu'il faut commencer à apprendre quelque part, comprendre comment a fonctionné notre monde quelque part. On ne peut pas bien le comprendre si on n'apprend pas les religions, si on ne comprend pas les religions, si on ne comprend pas comment est-ce qu'elles fonctionnent. Je ne peux pas aujourd'hui dire, oui, l'école occidentale a servi à abrutir mes enfants, a servi à m'abrutir, a servi à abrutir mon peuple, et dire, je ne veux pas aller à l'école. Non. Bizarrement, c'est ici en Occident que j'apprends encore plus de mon histoire. Donc il faut aller à l'école. Donc il faut aller dans les églises, dans les mosquées, dans les tabernacles. Oui, il faut aller dans les temples, mais pour comprendre, pas pour subir. Et sachez que quand vous aurez compris, vous reviendrez à la source. Parce que la source, c'est l'Afrique. La source même, c'est là où la connexion avec Dieu se fait directement. Oui. Et vous allez comprendre que il existe un moment où le processus de la vie fait que, voilà, on passe par des moments troubles, des moments d'obscurité, des moments où la vérité nous est cachée. Mais quand on est un peu patient, la lumière revient. La lumière est en train de venir. Et nous allons vivre cette terre-là ensemble. En attendant, si vous voulez rester dans vos religions, mais demandez-les une chose, qu'ils retirent dans les textes sacrés, puisqu'ils disent que les textes sont sacrés, la malédiction de Cham, parce que c'est le plus gros mensonge de tous les temps. Je vous remercie. Je reviendrai.